Imagine que tout est gris et nuageux. Tu es assis à côté du hublot et tu ne vois rien dehors. Soudain, l'avion sort des nuages et se pose directement sur la piste. Comment est-ce possible? Le pilote n'a pas pu voir quoi que ce soit. Le système que la plupart des aéroports utilisent pour atterrir s'appelle le système d'atterrissage aux instruments. Pour atterrir en toute sécurité au bon endroit, l'avion doit emprunter une trajectoire particulière. Projetons-nous dans les airs. Il y a deux directions à emprunter pour aller vers un point, une verticale et une horizontale. Elles se croisent à angle droit et créent un réticule au milieu. C'est exactement la trajectoire que le pilote doit suivre pour atteindre le point au sol. Sur le tableau de bord, le pilote a un écran qui lui montre si l'avion suit exactement la trajectoire verticale et horizontale nécessaire. Si quelque chose ne va pas, l'avion peut être facilement ajusté aux indications des instruments. Dès que l'avion sort des nuages, le pilote peut aussi voir le sol de ses propres yeux et atterrir en toute sécurité. As-tu déjà remarqué que les avions sont parfois arrosés d'eau? Deux camions de pompiers se tiennent de part et d'autre de l'avion et projettent 11 000 litres d'eau sur l'appareil à son arrivée. Cela crée une magnifique arche d'eau suivie d'un arc-en-ciel. Cela s'appelle un salut à l'eau ou une douche d'affection et permet effectivement de lui manifester de l'affection. Ce rituel sert à accueillir les avions qui ont ajouté une nouvelle destination à leur itinéraire et qui viennent d'atterrir pour la première fois. On peut aussi l'utiliser pour accueillir un nouvel avion ou pour honorer le dernier vol d'un avion donné. Mais l'occasion la plus émouvante est probablement celle de l'adieu à un commandant de bord qui prend sa retraite et qui vient de boucler son dernier vol. Tu pourrais penser que c'est juste un gaspillage d'eau, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas tant d'accidents que ça, si bien que l'équipement des camions de pompiers est rarement utilisé. La salve d'eau peut aussi servir de contrôle occasionnel de l'équipement pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Il peut arriver d'avoir un siège côté hublot, d'embarquer à bord de l'avion et de te retrouver sans hublot, ou bien en avoir mais décalé par rapport à ton siège. Pourquoi les rangées de sièges et les hublots ne sont-ils pas alignés? C'est une question d'argent. En réalité, tous les avions sont conçus pour que les sièges et les fenêtres soient alignés. Cependant, lorsqu'une compagnie aérienne achète un jet, elle y ajoute des sièges supplémentaires, ce qui les décale. Elle peut ainsi faire asseoir plus de passagers et vendre plus de billets. Mais tu auras alors moins d'espace pour tes jambes et il se peut que tu n'aies pas de hublot. Si tu as déjà pris l'avion, tu as probablement remarqué ces petits trous au bas des hublots. Un hublot d'avion est composé de 3 vitres en plexiglas. Ce petit trou se trouve uniquement dans celle du milieu. Il sert à réguler l'énorme différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. Ainsi, la vitre extérieure peut supporter la charge. Si elle se brise, celle du milieu, même si elle est trouée, pourra maintenir le hublot intact. De plus, ce trou empêche les vitres de s'embuer. Tu as peut-être remarqué que tu entres toujours dans l'avion par son côté gauche. D'abord, le commandant s'assoit généralement de ce côté, et il lui est ainsi plus facile d'aligner l'avion avec la passerelle du terminal. De plus, l'avion est ravitaillé en carburant et chargé avec les bagages du côté droit. Si les passagers arrivent par la gauche, l'équipage peut faire son travail sans être dérangé. Si tu as déjà pris l'avion de nuit, tu as peut-être remarqué que l'appareil a des lumières clignotantes sur ses ailes. En réalité, il y a de nombreux types de lumières, alors voyons à quoi elles servent toutes. À l'avant de l'avion, à mi-hauteur de l'arbre de la roue avant, se trouvent les feux de roulage et de décollage. Les feux de roulage sont utilisés lorsque l'avion est au sol. Ils indiquent la ligne droite et éclairent la voie de circulation. Le feu de décollage est plus lumineux et s'allume lorsque l'avion est sur le point de prendre les airs. En dessous, il y a aussi des feux de virage de piste. Ils éclairent la voie avec un angle plus large pour que le pilote puisse voir les sorties et les virages de la piste. De chaque côté de l'avion se trouvent des lumières de balayage des ailes et des moteurs. Elles sont utilisées pour vérifier si les ailes sont endommagées ou s'il y a de la glace après avoir traversé les nuages. Au bas de l'avion se trouve une lumière rouge clignotante qui porte le nom de balise anti-collision. Elle sert à montrer que l'avion est en mouvement et qu'il est dangereux de s'en approcher. Il faut l'allumer juste avant de démarrer le moteur et ne l'éteindre que lorsque le moteur ne fonctionne plus. Sous les ailes se trouvent les phares d'atterrissage. Ils restent allumés jusqu'à ce que l'avion atteigne une hauteur de 3000 mètres. Puis, lorsqu'il s'approche du sol, il s'allume à nouveau à 3000 mètres pour rendre l'avion plus visible. Enfin, les lumières rouges et vertes sur le bout des ailes
s'appellent les feux de navigation. Il y en a en fait 3, car il y en a une autre, blanche, sur la queue de l'avion. Du point de vue du pilote, le feu de droite est vert, celui de gauche est rouge. Ils ont un angle d'ouverture de 110 degrés. La lumière blanche à la queue a un angle d'ouverture de 140 degrés. Ainsi, ils forment ensemble un cercle complet de 360 degrés. Ces lumières sont utilisées pour que les pilotes ou d'autres avions puissent déterminer dans quelle direction l'avion vole. Il existe aussi des lumières stroboscopiques à haute densité. Ce sont 3 lumières blanches clignotantes, une sur chaque aile et une à l'arrière de l'avion. Elles s'allument lorsque l'avion est sur la piste afin qu'il soit visible pour les autres appareils qui pourraient utiliser la même piste. Enfin, des lumières éclairent le logo de la compagnie aérienne sur l'avion. Il y a 2 façons possibles de descendre pour un avion, la descente directe et la descente indirecte. Les instruments du tableau de bord indiquent l'altitude de l'avion, mettons qu'elle soit de 8000 mètres. Le pilote connaît aussi sa vitesse, qui est de 300 nœuds. Maintenant, il doit calculer la distance nécessaire pour arriver. Si l'aéroport est proche du niveau de la mer, il doit descendre d'exactement 8000 mètres. Si nous divisons 8000 par 300, nous obtenons 170 000 nautiques. C'est la distance minimale nécessaire pour descendre, c'est-à-dire une ligne droite entre l'avion et la piste. Imagine maintenant qu'il vole vers l'aéroport de Sucre en Bolivie. Il est situé à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par conséquent, 8000 moins 3000 égale 5000 mètres. Le pilote n'aura donc qu'à descendre de 5000 mètres au lieu de 8000 mètres. Dans ce cas, la distance minimale est plus petite et est égale à 5000 divisé par 300, ce qui équivaut à environ 105 000 nautiques au lieu de 170. Mais d'autres calculs entrent en jeu car il ne peut pas descendre en conservant cette vitesse à tout moment. Une partie de la vitesse doit être perdue. En moyenne, les pilotes réduisent la vitesse à 200 nœuds. Ils perdent environ 10 nœuds par 1000 nautiques. Par conséquent, si la vitesse est de 300 nœuds et qu'il faut la baisser à 200, il faut perdre 100 nœuds. Si nous divisons ces 100 nœuds par 10 nœuds, nous obtenons 10 000 nautiques dont nous aurons besoin pour réduire la vitesse. Il faut également tenir compte du vent, mais laissons cela de côté afin que ça ne devienne trop compliqué. L'idée n'est pas de faire un cours de maths. Donc ces kilomètres nautiques supplémentaires nécessaires pour perdre de la vitesse sont ajoutés à la distance directe calculée. Par conséquent, 170 km plus 3 km donne 173 km. Si l'on tient compte du vent, ce que les pilotes font normalement, cette distance s'ajoute également à la distance totale. Par conséquent, le pilote doit commencer la descente à 160 km. Tous les 3000 mètres, le pilote doit vérifier s'il est sur la bonne trajectoire et ajuster la vitesse verticale en conséquence, jusqu'à ce qu'il atterrisse enfin. Mais il peut arriver que le contrôleur, en raison du trafic, ne donne pas l'autorisation de descendre, alors qu'il est déjà nécessaire de le faire. Cela signifie que le pilote continue d'avancer sans descendre, s'éloignant ainsi du profil de descente. Lorsqu'il obtient enfin la permission, il l'a déjà dépassé. Il ne peut pas atteindre l'aéroport s'il n'ajuste pas sa trajectoire. Il a 2 options dans ce cas. Premièrement, il peut faire descendre l'avion en piqué. Le pilote fait descendre l'avion en dessous du profil de descente aussi vite que possible. Ainsi, il a peut-être encore assez d'espace et de temps pour ralentir à nouveau l'avion avant l'atterrissage. Un autre moyen est d'allonger la distance d'approche. Si le pilote réalise qu'il n'y a aucun moyen de perdre assez d'altitude et de vitesse pour arriver, il ne vole pas directement vers l'aéroport. Il fait quelques virages pour augmenter la distance afin d'avoir plus de temps pour réduire l'altitude et la vitesse. Et puis finalement, il peut atterrir en toute sécurité.